nous abordons une thématique qui certainement vous est très chère parce que c'est aussi là votre domaine, l'éducation. Et avec l'éducation, on verra la santé, la culture, justement, on en parlait tout à l'heure, et le développement humain. Professeur Albert Ondossa, vous aurez en face de vous mon excellent confrère Adama Inassé. Bonsoir, vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit. 5 sur 5. Ok, bonsoir, professeur. Moi, c'est bonsoir, Adama monsieur Inassé, Adama Inassé. depuis le Burkina. Pour dire que la question panafricaine nous intéresse tous et le développement de l'Afrique en général est un travail qu'on doit faire en collégialité avec toutes les horizons de l'Afrique. Alors, je vais vous entretenir sur la question de l'éducation. Moi-même, je suis professeur de lycée. Donc, sur la question de santé également et le développement humain. Alors, comme M. Prince avait commencé, vous avez déjà été ministre de l'Éducation nationale, puis ministre de l'Enseignement supérieur sous Omar Bongo. Alors, comment qualifiez-vous le système éducatif du Gabon actuellement et en tant que ministre de l'Éducation, aviez-vous eu des priorités pendant votre fonction? Alors, le système éducatif gabonais est au ras des pâquerettes. C'est un système qui a hérité le système français. Et puis, il a évolué. Le Gabonais a eu des cadres pratiquement formés depuis les indépendances, pratiquement jusqu'à la fin des années 70, milieu des années 80. Ensuite, le système d'enseignement a commencé à se détériorer parce qu'on n'a pas tenu compte de l'évolution de la population. Là, on a eu des classes surchargées et la politique s'en est mêlée. Lorsque la politique s'en mêle, effectivement, les apprenants ne sont plus jugés en fonction de leur qualité, mais en fonction des objectifs politiques. Il fallait faire la masse. Or, il y a une différence entre l'enseignement de classe et l'enseignement de masse. Et lorsque je deviens dans ces conditions ministre, j'ai proposé une refondation du système éducatif au primaire. C'est moi qui ai introduit la maternelle au primaire, puisque le primaire se faisait en 6 ans. On a réduit le primaire en 5 ans parce qu'il était constaté qu'il y avait une différence entre les jeunes qui sont passés par la maternelle et ceux qui ne sont pas passés par la maternelle. Donc, c'est moi qui ai initié cette vraie réforme. Ensuite, il fallait qu'on ait des infrastructures. Mais les infrastructures ne se créent pas en un an. Il fallait effectivement faire en sorte que nous ayons des normes internationales. 30 élèves par classe, ce qui supposait la formation des enseignants et du secondaire, ce qui supposait la formation des enseignants. Et là, on avait une école normale. Il fallait la réformer, faire en sorte qu'elle accueille ceux qui vont pouvoir former les élèves, puisque ce qui se passait souvent, c'est que véritablement, ceux qui vont à l'école normale, c'est les moins bons. Que les meilleurs, ils sont happés par des secteurs à rentabilité sûre. Douaniers, les gens des impôts, les gens des trésors, enfin, les régies financières, grosso modo. Et oui, à propos de la formation dont vous venez de parler, on constate aujourd'hui qu'il y a bon nombre de diplômés, mais malgré pour qu'ils prennent la fonction, on est obligé de les reformer encore pour passer à la phase pratique. Et vous avez beaucoup insisté sur la question de la formation, même dans le volet de développement économique, vous avez également évoqué la question de la formation. Que prévoyez-vous alors ou quelles sont les réformes du système éducatif gabonais que vous prévoyez? Alors, il ne faut pas aller dans la décoration formation-emploi. Puisque l'emploi mute, il y a des emplois qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas demain, qui n'existeront pas demain. Il y a des emplois qui ont existé. La formation la meilleure, c'est une formation qui permet de s'adapter, de partir en stage, de changer de filière. C'est ce qu'on appelle la flexibilité.
de l'emploi et non la formation adéquation emploi. Là, c'est terminé. C'est la flexibilité. Nous devons former les gens pour qu'il y ait la flexibilité. Lorsque nous donnons un diplôme, le brevet, lorsque nous donnons un diplôme, le baccalauréat, il faudrait que le breveté ait une capacité de pouvoir travailler s'il veut travailler, et il ait aussi la capacité de continuer ses études. Et c'est là que la discrimination se fait. Il en est ainsi du breveté. Il en est de même pour le bachelor. Donc, il faut préparer le Gabonais, l'Africain aux mutations futures, parce que la compétition sera internationale. S'il n'est pas formé... Alors, professeur, alors, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, les diplômés n'arrivent pas à s'adapter effectivement aux réalités actuelles? Alors, c'est un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance, un problème d'orientation, un problème d'organisation par l'État. L'État pourrait dire, voilà les filières de formation qu'il fait. Voilà, dans les 5 prochaines années, les filières qui portent et dans lesquelles j'aimerais avoir un nombre de diplômés. Cela suppose que dans ces filières-là, ce sont des filières où les étudiants ont des bourses, bien évidemment. Si vous ne rentrez pas dans ces filières-là, vous savez que vous allez vous... Bien évidemment. Et c'est l'encouragement que peut faire l'État à partir d'une discrimination par la compétence. Deuxièmement, indépendamment de cette discrimination, c'est à la bourse. Ça peut orienter, créer effectivement des écoles de formation professionnelle, organiser l'enseignement pour que nous ayons tous les corps sociaux. Et ce qu'on a mis en tête, certains, c'est que le fonctionnariat, or la fonction publique, elle a un niveau limité. Ensuite, la masse salariale est limitée. On ne peut l'augmenter indéfiniment. Donc, au regard de cette contrainte-là, il s'agit de créer des PME, il s'agit d'acquérir le capital extérieur, il s'agit de permettre à l'étudiant de s'adapter aux nouveaux emplois. C'est ça le véritable problème. Et là, regardez. Oui, parlant d'adaptation, vous avez parlé des filières qui pourraient être porteuses au bout de 5 ou 10 années. Avez-vous en tête, en tant que candidat à la présidentielle, quelques filières dont le Gabon pourrait prioriser pour la formation des jeunes étudiants? Avec votre permission, professeur, je voudrais compléter cette question. L'offre de formation au Gabon, est-ce qu'elle est adaptée, appropriée aux besoins, même évolutifs du pays? Alors, je réponds d'abord à la première question que M. Adama m'a posée. Je lui dirais tranquillement que quelqu'un qui veut être président, ce qui veut dire qu'on laisse aux techniciens le soin de l'homme politique montre les finalités. Il a une vision. À partir des visions, il détermine la finalité. Et ce sont les techniciens qui vont déterminer les objectifs. C'est-à-dire un objectif en temps de temps, c'est possible. On dégage tant de moyens et l'homme politique. Donc, je ne me substitue pas aux techniciens. Je donne l'orientation. Maintenant, en ce qui vous concerne, est-ce que vous pensez effectivement que non? Je ne le pense pas. Je pense que c'est au ras des pâquerettes. Et il faut réorganiser tout cela. Réorganiser. Et c'est l'objet du nouveau pouvoir. C'est la détermination du nouveau pouvoir. Et je ne cesserai de le dire. Voilà pourquoi il faut au sommet de l'État un Gabonais normal qui pense à réorganiser cela. Non pour lui, non pour se maintenir au pouvoir, non pour maintenir sa famille au pouvoir, de père en fils et petit-fils, mais pour faire la promotion des Gabonais, comme les Coréens l'ont fait, comme les Brésiliens l'ont fait, comme les gens de Singapour l'ont fait, comme les gens de Dubaï l'ont fait. C'est possible. C'est du domaine du réalisable. Or, professeur, vous citez là un peu des pays qui ont servi enfin, je veux dire, de référence au projet de l'émergence. Singapour, Dubaï. C'est les nouveaux pays industriels. Et quand on regarde les ressources,
il fut un temps où, à la fin des années, au début des années 70, le Gabon était plus riche que Dubaï. Qu'avons-nous fait des royalties pétrolières? Là, c'est tout le problème. Et c'est une affaire de volonté politique. C'est possible. Le Gabon, en 10 ans, peut rattraper tous ces retards. Tant qu'à côté, la Guinée équatoriale s'est faite en 10 ans. Voilà. Je pourrais Adama, avec ta permission, oui, il y a Kofi qui lève la main. Oui, monsieur Kofi. Professeur, et Oui. quand je vous ai écouté au sujet de la formation, c'est vrai que je l'avais perçu aussi au moment où on parlait d'économie, puisque c'est très lié. J'ai l'impression que, en fait, vous vous adressez aux élites. C'est-à-dire, quand vous parlez de compétition internationale, je vois mal des Gabonais, voilà, je dirais, de base, être en compétition à l'international. Et donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous parlez aussi de flexibilité. Et quand vous parlez de flexibilité aussi, ça renvoie aussi à cette question d'élite parce que vous dites, il faut, ce n'est pas une question d'adaptation, formation, emploi, mais d'une formation qui puisse permettre aux gens d'être compétitifs dans quelques années, dans l'avenir. Alors, la question que je vous pose, c'est que, alors, c'est très bien tout ça, mais est-ce que vous ne craignez pas que, en visant seulement l'avenir, l'urgence d'aujourd'hui où les gens sont dans le chômage, si vous ne répondez pas à ce qu'il faut de manière immédiate pour que ces personnes puissent avoir du travail et que vous visez seulement dans 5 ans, l'élection présidentielle, si vous êtes élu, vous avez 5 ans pour gouverner. Dans 5 ans, vous êtes plus, si vous n'avez pas de résultat dans 5 ans, voilà, en fait, finalement, on va considérer que vous n'êtes pas crédible. Alors, est-ce que vous n'allez pas être piégé par ça? Merci. Monsieur Kofi, je vous comprends bien. Ce que je vous dirais, c'est que ce que j'ai présenté aux Gabonais, c'est un chronogramme en disant, dans 5 mois, voilà ce que je vais faire. Nous avons, par rapport aux autres pays producteurs de pétrole, effectivement, nous avons l'énergie qui est très chère. Et là, j'ai proposé de réduire les coûts de l'énergie d'un tiers, c'est possible, en 5 mois. Ensuite, j'ai proposé ce qui était possible en 1 an. Et puis, j'ai proposé ce qui était possible en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans et enfin en 5 ans. C'est un chronogramme des choses possibles. Ce qui veut dire que lorsque je serai élu, je commencerai effectivement par ce par quoi je vais commencer. Le coût de l'énergie, qui rentre dans les coûts de production. Et dès lors que j'ai le coût de l'énergie, je vais me lancer dans la formation. Comment réformer, effectivement. Je vais me lancer dans la santé, dans toutes ces composantes, la composante curative, la composante de recherche. Et je vais me lancer là-dedans. Alors, dans la composante, toutes les composante de recherche, la composante formation et la composante, effectivement, recherche. Je compte, et je l'ai dit à un instant, je compte sur la jeunesse pour cela. Une jeunesse active qui veut vivre, qui veut se déployer, qui veut se mettre au service de son pays. Et je sais que la jeunesse gabonaise, elle active, elle est formée. Et puis vous m'avez dit, est-ce que je ne pense pas que vous avez dit, mais non, pour développer un pays, il ne faut pas seulement qu'il y ait des élites. Le projet de restructuration de notre système éducatif que j'avais proposé dans le temps et que j'ai réadapté, c'est que précisément, on ne procède pas au départ, il y a une discrimination par l'âge. Ceux qui sont d'un âge avancé, 16 ans, 20 ans, peuvent encore apprendre. Ils apprennent jusqu'à un certain niveau pour aller dans les écoles professionnelles. Le Gabon vivra et sera le meilleur si on a des meilleurs cuisiniers, si on a des meilleurs tâcherons, si on a des meilleurs ouvriers, si, etc., etc. C'est ce qui fait le Japon d'aujourd'hui. Ainsi, le diplôme, effectivement, le diplôme peut être effectivement apprécié de plusieurs manières. Il y a des formations qualifiantes, comme il y a des formations diplômantes. Donc, tout cela, il y a l'apprentissage également. Donc,
Ce n'est pas une affaire d'élite. Le véritable problème, c'est qu'on peut avoir des artisans qui soient effectivement performants et qui se déploient à l'international. Il y a des gens tout à fait ingénieux, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont des peintres valeureux, qui peuvent vendre leur art à l'extérieur. Donc, véritablement, il y a aujourd'hui des cultivateurs, il y a des paysans qui peuvent se déployer, qui peuvent être spécialisés dans une culture moyennant certains stages. C'est possible, c'est du domaine du possible. Pourvu qu'il y ait une orientation, pourvu qu'eux-mêmes, ils y croient, qu'on leur donne la possibilité d'être ingénieux et se déployer. Alors, on a pensé que... alors, moi, je prends le modèle américain. Le modèle américain, ce n'est pas forcément... Un Américain vous dit, je suis devenu milliardaire, mais j'étais d'abord scieur de chaussures. Il faut qu'on y arrive au Gabon. Un gars qui dit, moi, je ne suis que scieur de chaussures, et c'est ça qui m'a permis d'être milliardaire. C'est possible. Possible, par le travail. C'est possible. Alors, professeur, nous sommes tous unanimes que la question de l'éducation, ce n'est qu'une volonté politique. Et au-delà de l'éducation classique, vous voulez aussi valoriser, si je comprends bien, la connaissance endogène et, je dirais, informelle. Alors, je n'aime pas tellement le terme informel. Alors, donc, en fait, le terme que je préfère, il y a des secteurs organisés et des secteurs non organisés. Cela veut dire effectivement, mais on peut internaliser l'informel. Il suffit d'y mettre la comptabilité. Il suffit effectivement qu'on encadre une vendeuse de marché si on lui apprend simplement à tenir une comptabilité et à déclarer ses recettes, effectivement, elle est intégrée dans le produit national. Donc, c'est tout à fait possible. C'est le plus simple à faire. Mais on les regarde de haut, alors que précisément, elles créent de la valeur. Et c'est par elles que passe un certain nombre de choses. Nous avons des tontines qui se font dans les marchés, qui créent de la valeur. Donc, il faut qu'on reconsidère tous ces métiers, que l'État les organise, aille effectivement vers eux. Et il faut comprendre que le rêve du Gabon, c'est reconstruire notre pays. Et on ne le reconstruit pas seulement à partir des élites, on le reconstruit à partir effectivement de tout le monde. Chacun à sa place, où effectivement il se met au service du pays. C'est le rêve gabonais.